Bonjour à tout le monde, je suis Tania, chargée de communication du Centre sénégalo-allemand et je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Anna Emmanuelle Dioufsa. Elle est directrice de sa propre agence de communication qui s'appelle Apex Pro et aussi coach. Et en fait, comme au centre, nous essayons toujours de toucher un maximum de femmes. Nous avons choisi de parler aujourd'hui des femmes. Voilà, Anna, pour commencer, parlons un peu de toi. Dis-nous un peu plus sur ton travail. Alors, je suis Anna Emmanuelle Diouf, mariée avec un enfant. Je suis directrice générale de Apex Pro. Apex Pro qui est un cabinet de communication, un cabinet spécialisé en stratégie de communication, en événementiel institutionnel, en coaching, en formation, en organisation de retraite professionnelle. Je suis aussi coach, donc certifiée en leadership transformationnel, en art oratoire, en art de parler en public, public speaking, et comportement en public. Je suis certifiée en conduite du changement, conduite des innovations, et je viens de terminer une nouvelle certification en thérapie cognitive comportementale. Et j'ai aussi un blog, une plateforme que j'ai fondée Useful Lives, qui veut dire des vies utiles, alors qui inspire, qui est centré carrément sur le coaching de groupe et le coaching individuel. Merci beaucoup. Oui, quand j'ai vu ton CV, je me suis dit, waouh, mais cette femme, est-ce qu'elle dort? Comment elle fait tout ça? En plus, tu as un bébé. D'où est-ce que tu tires toute cette énergie et motivation? Voilà, en fait, je sais pas, on épuise chaque jour, c'est nouveau, chaque jour on y va. Et je voudrais dire que peut-être par rapport à mon histoire un peu, j'ai étudié aux États-Unis et après mes études supérieures, il est arrivé que je fasse de petits jobs pour pouvoir payer ma scolarité à l'université. Et ensuite, avant de partir, j'ai eu la chance aussi de travailler ici à la Banque mondiale. Et une fois aux États-Unis, on m'a donné l'opportunité de travailler aussi à New York, aux United Nations, aux Nations Unies. Et après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, les gens disaient souvent puisque je suis bilingue, ça allait être très facile de trouver du travail. Finalement, ce n'est pas aussi facile que ça d'en trouver. Soit j'étais trop qualifiée ou j'avais pas de réponse. Alors, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler dans une organisation internationale et qui, malheureusement ou heureusement, a dû retourner à Washington. Du coup, j'ai eu l'idée de faire ce que je faisais pour l'organisation, une ou deux choses que je faisais pour l'organisation, de les faire par moi-même et de proposer ce service au niveau des structures. Et c'est par là que Apex Pro a commencé. Et Apex signifie la tête de quelque chose, le sommet, ou en astronomie, qui est la description que je choisis beaucoup plus, c'est le point vers lequel se tournent toutes les étoiles. Et donc, c'est là que j'ai choisi le nom Apex Pro. Ah, c'est sympa. Et une collègue m'a en fait demandé comment tu es devenue coach. Il faut faire des formations j'imagine, pour devenir coach? Oui, il faut faire des formations, il faut être certifié, mais je dirais que j'ai commencé à apply le coaching avant de savoir que ça s'appelait du coaching. Voilà, alors j'ai commencé à faire beaucoup d'accompagnement au niveau d'entreprise, même au niveau individuel, j'ai commencé à accompagner les personnes et c'est là que j'ai rencontré une spécialiste qui m'a dit ce que vous faites, ça s'appelle du coaching et vous avez les dispositions pour ça. Je lui ai dit, ok, comment ça se passe? Et là, je me suis renseignée à gauche et à droite et j'ai vu des structures en fait, qui certifiaient. C'est là que j'ai pu faire quelques séminaires avec Trusted Advisor, avec Paris ESSEC et tout. J'ai pu faire mes certifications, notamment en leadership, en conduite du changement. Ce sont des structures très connues. Et la certification continue, c'est une formation qui continue. Et à chaque fois que je vois une certification qui m'interpelle et qui va en ligne droite avec ce que je fais, j'essaie de la faire pour aiguiser encore plus les compétences et partager mieux. Ouais. Oui, c'est vrai, il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Parlons un peu du développement personnel. Comment est-ce que le développement personnel peut-il être un atout pour notre vie personnelle et professionnelle? Alors, qui dit développement personnel dit aptitude personnelle. Qui dit aptitude dit professionnel. Le développement personnel va en ligne droite avec le développement professionnel. Parce que le développement personnel appelle d'abord l'exploration de soi. Ensuite, la connaissance de soi. Ensuite, la maîtrise de ses émotions. Ensuite, l'utilisation de son potentiel. C'est tout un cercle qui rentre directement en ligne droite
avec le développement professionnel. Parce qu'on est appelé à vivre, à travailler, à avoir des relations. Nous sommes reliés, c'est de là que vient le mot relation, être reliés à différents types de personnes. Alors, comment faire pour sortir dans cette communauté et servir à cette communauté de personnes? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se connaître, maîtriser ses émotions. Si tu permets, je comme ça, quelque chose qui me vient à l'esprit. Je compte une conférence que j'ai écoutée de la part du cardinal Sarr et qui propose un cercle vertueux du développement personnel. C'est comme ça que je l'appelle parce que pour moi, ça m'a beaucoup servi. Et de là, on voit, il dit par exemple qu'on reçoit d'abord, ensuite on se reçoit. Recevoir et se recevoir. On reçoit quoi? Une éducation. On reçoit quoi? Une façon de faire. On apprend à marcher, à parler. Ensuite, on se reçoit. On accepte nos histoires. On accepte notre parcours. On accepte les meilleures choses et les moins bonnes. On les accepte, on les assume. Parce que ce sont des choses qui font partie de nos histoires. Ensuite, on maîtrise quelque chose, donc la phase de l'apprentissage, et on se maîtrise. On maîtrise nos émotions, on maîtrise nos passions. Ensuite, on donne et on se donne. Et après, on pardonne et on se pardonne. Alors, c'est tout un cercle vertueux qui peuvent nous aider dans notre développement personnel, si je peux le résumer comme ça, pour être utile. Voilà. Tu nous disais, tu as travaillé aux Nations Unies. Justement, d'après les Nations Unies, l'autonomisation économique des femmes est essentielle pour le développement durable. Est-ce que toi, tu conseillerais à plus de femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je dis souvent, beaucoup plus il y a des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, plus le monde est bien. C'est pour le bien de l'humanité que la femme doit développer son potentiel. Parce que c'est dans la diversité qu'on est riche. C'est dans la diversité qu'on s'enrichit. C'est dans la diversité qu'on explore des choses différentes. Je pense que l'histoire même de l'entreprise ou du management l'a révélé. Avant, c'était les machines, c'était que les hommes. Et après, les femmes ont commencé à intégrer. Ce qui arrive souvent, c'est que dans notre société, notamment ici en Afrique, la femme a été très souvent, et dans d'autres sociétés, notamment la société occidentale, mais beaucoup plus tôt, je dirais, dans les années 1920 et autres, ça n'a pas du tout été simple. Et c'est là-bas que les femmes ont commencé à être beaucoup plus autonomes et à intégrer le milieu de l'entreprise. Et dans notre société, souvent, par exemple, lorsqu'il y a des discussions intéressantes ou des décisions sérieuses, on demande aux femmes d'aller à la cuisine, de rester derrière, d'aller à la cuisine pendant que les hommes discutent. Mais on n'oublie pas que culturellement aussi, le soir, on a une fameuse phrase qui le dit en Wolof, Wartan ak sama njëgënaay, ça veut dire discuter avec mon oreiller. Et l'oreiller en question, c'est la femme. Et les hommes, beaucoup d'hommes, avant de prendre des décisions, demandent aux femmes, exposent aux femmes ce qui a été discuté au salon ou sur l'arbre à palabres. Donc, ils sont conscients de l'apport des femmes. Alors, dans le leadership féminin et dans l'entrepreneuriat, le potentiel de la femme est extraordinaire. Si tu permets, Tania, la femme a été, disons, modelée, créée pour prévoir quelqu'un. Donc, dans la façon, c'est les spécialistes en sciences humaines qui le disent, dans la façon dont la femme a été créée, la femme est constituée, elle est constituée pour penser à l'autre, pour prévoir quelqu'un d'autre. Notamment, elle a une vocation de donner la vie, une vocation de gérer peut-être des enfants et autres. Et ça lui donne une capacité d'anticipation extraordinaire. Et dans nos entreprises, nous avons besoin de cette capacité d'anticipation extraordinaire. La femme a aussi une intuition. Hein, vous et moi savons que des fois, il arrive qu'on sente les choses. On n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas tous les paramètres, mais on les sent. Donc, on se lance. Donc, les femmes aussi ont cette capacité, être beaucoup plus conscientes de leur capacité, de leur potentiel et le mettre en œuvre pour le plus grand bien de l'humanité. Je conseillerais aux femmes d'investir dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans l'entrepreneuriat pour plus aider la famille. On est plus de personnes à travailler, donc plus de personnes à gagner de l'argent, tout simplement. Et aussi à éduquer les enfants dans cette assurance. Les plus jeunes, les enfants, les filles notamment, dans cette assurance qu'elles ont du potentiel et qu'il faut le mettre au service de l'humanité.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'homme, donc mari, frère, mari, pour soutenir Je l'autonomisation des femmes? commencerai par dire aux maris, aux frères, aux amis, écoutez les femmes. Écoutez les femmes. Tu sais, on est constitué différemment. La femme se ressource en communiquant. Elle communique beaucoup. Et en communiquant, si on sait les écouter, on peut entendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent, beaucoup d'hommes se plaignent, les femmes parlent beaucoup, mais beaucoup de femmes se plaignent, les hommes n'écoutent pas souvent. Le premier conseil que je leur donnerai, écoutez, un trésor inestimable peut sortir de ce flot de paroles. Et je dirais aux femmes aussi, soignez aussi votre communication pour que vous soyez facile à écouter et agréable à écouter. Ce que je demanderais, c'est d'avoir un peu plus confiance et d'être conscient que cette personne à la maison qui est capable de gérer les enfants, de gérer ce qu'il faut manger, de se partager avec vous ou pas les tâches ménagères, cette personne est dans un autre milieu et avec tout le potentiel, capacité, cette personne est capable de faire des choses extraordinaires. J'ai un concept, une émission qui va commencer d'ailleurs, que j'appelle Try Your Options. Essayez vos options, mettez la machine en marche. Donc, je conseille aux maris d'essayer, d'ouvrir des options et de voir ce que ça peut donner, parce qu'ils sont en train de beaucoup rater en n'écoutant pas. Ils peuvent rater beaucoup de choses en ne donnant pas l'opportunité de faire des choses. Ils peuvent rater beaucoup de choses. Donc, vraiment, moi, je demande aux hommes d'écouter beaucoup plus, de donner, de créer l'environnement et le système favorable pour que la femme puisse s'épanouir et donner tout son potentiel. Ça, c'est un beau message. Donc, cher monsieur, vous savez quoi faire maintenant. Au Sénégal, comme ailleurs, on en a déjà parlé, les femmes font face à beaucoup d'attentes de la part de la famille. Est-ce que tu as un conseil comment on peut se réaliser soi-même en toujours gardant un bon lien avec la famille? Je dirais aux femmes d'être pleinement femmes. Je le dis en tant que femme, en tant qu'Africaine et en tant que Sénégalaise. Réalisez-vous en étant pleinement ce que vous êtes. Pour la famille, pour la profession, parce que vous ne pouvez pas prendre le rôle d'une autre personne. Vous devez être ce que vous êtes, comme vous le sentez. Explorez votre personnalité, votre potentiel, votre personnalité. Explorez votre personnalité, acceptez votre personnalité. Ce que je dis aux femmes, c'est de se donner pour la famille, parce qu'on est capable de le faire. Et de se donner pour la famille, et de se donner dans le milieu professionnel. C'est aussi important, parce que c'est lorsqu'on donne qu'on reçoit. L'autre chose, la deuxième chose que je dirais, c'est que le monde de l'entrepreneuriat fonctionne avec du réseautage. Et les membres de la famille peuvent être les premiers ambassadeurs de votre produit. Comment vous voulez être entrepreneuse, vous voulez travailler, vendre des choses ou des trucs, vous ne vous entendez même pas avec les gens de votre famille. C'est la tante qui est à côté, la cousine qui est à côté, qui va sortir et dire, ben tiens, les légumes que vend Anna, vous devez essayer et tout. Faisons des membres de nos familles des relais, des ambassadeurs de nos produits, d'abord. La troisième chose que je vais aussi proposer aux femmes, c'est que de bien considérer la famille, parce que quand c'est compliqué, c'est la famille qui peut être là. Certains ont de la chance d'avoir une famille soudée derrière elles, d'autres n'ont pas trop cette chance, mais ceux qui ont encore des familles soudées et sur qui elles peuvent compter, je dirais, comptez d'abord sur vos familles. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. On peut attendre les financements qui n'arrivent pas, mais c'est en famille, des fois, qu'on nous aide à régler des problèmes, à nous passer de l'argent. Autre chose, les amis, les femmes, payez vos dettes. Parce que si vous ne payez pas vos dettes, on ne vous prêtera pas. Payez vos dettes, gardez une atmosphère agréable et gérez la famille. C'est le lobby, c'est le réseautage, c'est les ambassadeurs et enfin, c'est bon pour notre équilibre personnel d'être dans une famille agréable, dans une famille de personnes qui croient en nous. Et ce que je rajoute aujourd'hui encore, c'est un conseil que je dis souvent lors de mes interventions, sachez vous entourer des personnes qui savent voir la lumière en vous. Parce que le temps de vache maigre, la lumière va baisser un jour. Et vous-même, vous montrez de confiance en vous-même. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, accompagnez-vous avec ces gens-là.
parce que vous n'avez pas encore fini et vous devez explorer tout le potentiel qui est en vous. C'est noté. Alors, est-ce que c'est facile d'être salarié et de travailler pour soi-même en même temps? Je dirais que dans tout entrepreneuriat, la plupart d'entre nous ont commencé à travailler, ensuite à nous consacrer totalement à notre entreprise. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. D'abord, il faut veiller à ce que ce soit carrément différent, parce que si c'est pas différent, on risque d'avoir des problèmes au niveau juridique. Il faut que ça soit très, très différent. Ensuite, c'est pas facile, mais on a le potentiel. Tu me posais la question au début, quelle est ma motivation et l'énergie? C'est juste que quand je pense à tout ce que j'ai pu faire aux États-Unis, au nombre de jobs que j'ai pu cumuler pour travailler, pour pouvoir payer mes études, en plus de faire mes études et d'avoir un bon GPA, Grade Point Average, faire tout ça, je me dis, ah donc je suis capable de faire. Alors, ce que je propose à ceux qui veulent travailler et faire de l'entrepreneuriat, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donnez-vous à fond, c'est-à-dire donnez-vous à fond parce que c'est possible. Il faut de la discipline, il faut de la concentration, il faut aussi compartimenter. Discipline, concentration et compartimenter. On ne gagne rien du tout sans sacrifice. Donc, il faut compartimenter, il faut avoir un moment à consacrer aux enfants, un moment à consacrer à son époux, un moment à consacrer à son travail en plein temps et un moment à consacrer à son entreprise. Je pense que c'est possible. C'est une question de mental, c'est une question de mindset, c'est une question d'être prêt, de se préparer. Vous voyez, quelqu'un me posait la question dans une émission avec les femmes de la diaspora. Donc, il disait pourquoi la plupart des immigrés vivent ou travaillent ou sont toujours victimes de burn-out et s'en rendent compte un peu tard. Je leur dis, c'est parce qu'avant de partir, ils se sont dit psychologiquement qu'ils vont partir pour travailler. Donc, en se préparant psychologiquement pour travailler, pour donner le meilleur, ils donnent le meilleur et ils peuvent arriver au burn-out parce qu'à la fin, ils ne compartimentent pas. Donc, ce que je propose, c'est d'être prêt à travailler. Et aussi, la chose que je propose, c'est la raison pour laquelle vous devez faire ça. Si la raison pour laquelle vous voulez faire ce que vous voulez faire est assez forte, rien ne vous empêche. Ouais. Merci. Donc, ça me rappelle, tu écrivais sur ta page Facebook comment aller à l'épanouissement. Voilà. Comment on fait ça? Alors, c'est d'abord en prendre conscience. Ceux qui sont atteints de burn-out ou d'épuisement total, ils peuvent être épuisés. Qu'est-ce qui donne l'épuisement? C'est la suractivité. On est tout le temps en activité, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Donc, si quelqu'un écoute mes conférences, ils savent que je mets en exergue, je mets en avant ce qu'on appelle l'art d'apprécier. C'est-à-dire l'art de s'asseoir, d'apprécier les bonnes choses, d'aller à la plage, de laisser la brise souffler, de manger les bons plats, de se donner des rendez-vous personnels avec soi-même pour se faire du bien. Parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas faire du bien. C'est ce qui amène l'épuisement total. On a l'impression qu'on est en train de répondre à des mails sans arrêt, surtout ceux qui sont, j'ai été dans les organisations internationales, et les mails, ça vient dans tous les coups, à n'importe quelle heure, parce que j'ai l'impression que c'est avec les mails qu'on nous prouve qu'on est en train de travailler, des choses comme ça. Alors, si vous voulez faire ça tout le temps, vous allez vous perdre, parce que vous n'êtes pas fait que pour le travail. Vous êtes aussi fait pour vous reposer de temps en temps, pour rebrancher et recharger la machine. Donc, de l'épuisement à l'épanouissement, c'est d'abord en prendre conscience. Prendre conscience, identifier maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie. Alors, c'est pourquoi, Tania, la plupart des personnes, ou de plus en plus, on propose des méditations. On propose Alors, moi, ce que je propose, c'est peut-être un temps de méditation, comme on l'appelle, mais s'arrêter. De temps en temps, arrêtons-nous. 10 minutes, 15 minutes, un week-end, une journée, arrêtons-nous, posons-nous. Retrouvons-nous. Qu'est-ce que nous aimons faire? Qu'est-ce qui s'aligne avec notre vision et nos valeurs? Ouais. Ensuite, on réajuste. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. La preuve, combien de personnes on nous a dit ils sont décédés, telle chose, avec la COVID-19. Alors, il faut s'arrêter et prendre
c'est réapprécier les choses. Le burn-out, l'épuisement arrive lorsqu'on est en suractivité, on ne sait pas arrêter. Et c'est surtout les personnes, je dis, qui ont le profil d'avoir de cette dépression, de déprimer. Ce sont les personnes qui sont très perfectionnistes, qui tiennent à leurs engagements, qui ne veulent décevoir personne. Ce sont ce type de personnes qui sont souvent sujettes à l'épuisement. Alors, vous devez quelque chose. Donnez-vous l'autorisation de vous faire du bien. Ensuite, compartimentez ce que vous faites. Work-life balance, c'est une question de compartimenter les choses. C'est le travail. Après le travail, c'est mon loisir. J'aime lire, j'aime nager, c'est mon loisir. Après cela, c'est mes enfants. Après, c'est mon mari. Parce qu'il faut se ressourcer. Je disais tantôt avec le cercle vertueux du cardinal Sartre, il faut recevoir et se recevoir, donner et se donner. Mais comment on va donner si on n'a pas reçu? Voilà le résumé du work-life balance. Qu'est-ce qu'allez-vous donner si vous n'avez pas reçu? Donc, recevez quelque chose de vous-même, de la gratification de vous-même, de la valeur de vous-même. Estimez-vous d'abord. Il faut s'aimer, ensuite prétendre aimer. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors, sinon, on va au travail, on n'est plus en train de faire avec le cœur, surtout ceux qui sont dans les questions humanitaires, des organisations humanitaires, où la raison est très valable. La raison veut, vous voulez changer le monde, vous voulez que tous les enfants puissent manger, que tout le monde et les réfugiés puissent. Si vous ne vous ressourcez pas, vous oublierez le goût de la vie. Ma métaphore est souvent très simple. Je dis, comment vous voulez qu'une personne qui n'a pas goûté à un bon plat, qu'elle vous cuisine un bon plat? Donc, goûtez, donnez-vous du temps, aimez-vous, estimez-vous et redonnez aux gens, redonnez au monde. Voilà. Et compartimentez et arrêtez-vous de temps en temps pour réapprécier tout ce qui est en vous. Voilà. Donc, l'amour pour soi-même va aussi ensemble avec la confiance en soi. Donc, si on est confiant, on va se permettre du temps pour soi aussi, s'écouter plus. Est-ce que tu as un conseil comment on gagne en confiance en soi? La confiance en soi. Bon, ça, c'est un grand sujet que tout le monde se pose et que même si on a confiance en nous-mêmes par rapport à telle chose, on peut manquer de confiance par rapport à telle autre chose. Donc, c'est jamais très, très complet. D'abord, je dis, la confiance en soi englobe d'abord l'amour de soi. Je pars par étapes. Je dirais d'abord amour de soi. Il faut s'aimer. On a dit tantôt, il faut s'aimer. La confiance en soi demande l'estime de soi. Il faut se donner de la valeur. Il faut donner de la valeur à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à notre histoire, à notre identité. Ensuite, il faut quand même régler l'image de soi. Parce qu'il arrive qu'on se regarde et qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Et là, on commence à se dénigrer et l'opinion qu'on a de nous-mêmes, on le projette sur les gens. Ils penseront que je suis, on pensera non, tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Tu es en train d'avoir une réalité erronée, right? Une perception erronée de la réalité. Donc aujourd'hui, pour moi, pour avoir la confiance de soi, il faut d'abord s'aimer. Il faut travailler sur l'estime de soi. On me dira, mais comment arriver à cette estime de soi? C'est en se fixant de tout petits objectifs. Des objectifs SMART, des objectifs mesurables, atteignables. On les fixe, ils sont tout petits, ils sont atteignables. On atteint ces objectifs et on se récompense. C'est-à-dire, on record, on save, on enregistre que j'ai fait telle chose et ça a réussi. Je vais donner peut-être un petit exemple. Il arrivait avant, lorsque je voyais des appels d'offres de 50 pages, je pensais que ce type d'appel d'offres, jamais je pourrais les faire. Parce que j'avais une paresse de lecture de ce chiffre incroyable. Une fois que j'ai fait un appel d'offres, j'ai soumis un appel d'offres de 50 pages. Après, d'autres sont venus. Quand je travaillais avec le gouvernement, les appels d'offres viennent à 90 pages, 100 et quelques pages. Et j'ai commencé à lire. Une fois que j'ai fait une fois, je savais que l'autre, je pourrais faire. L'autre aussi, je pourrais faire. Et c'est comme lorsqu'on conduit une voiture, qu'on apprend à conduire une voiture, c'est les fameux steps de compétences. Right? Et en fixant un petit objectif, on l'atteint. On se fixe un objectif beaucoup plus grand, on l'atteint. Let's say tu es tout le temps en retard.
Tu n'es jamais ponctuel, tu es tout le temps en retard. Alors, il y a une réunion de rien du tout, une réunion pas aussi importante, mais il faut être là-bas à 12h45, right? À 12h45. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fixes l'objectif d'être là-bas à 12h45. En respectant ce 12h45, tu gagnes un peu plus d'estime pour toi-même. Donc, tu es capable de le faire. C'est pourquoi je dis seulement, dans la confiance en soi, la pensée positive n'est pas assez. Il faut être optimiste, il faut avoir une pensée positive, mais elle n'est pas assez, right? Après la pensée positive, il faut rajouter l'action positive. Tu vas avoir plus confiance en soi quand tu poses des actions positives. Toi, tu es aussi spécialiste en prise de parole en public. Est-ce que tu as 3 conseils là-dessus? Je dirais tout d'abord, par rapport aux inquiétudes qu'on me pose, ayez de la culture générale. Cultivez-vous. Parce que si vous n'avez rien à dire, vous ne parlerez pas. Pour avoir quelque chose à dire, c'est qu'on a exploré différents types de choses. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit à des choses nouvelles. Et ensuite, l'esprit, je le prends comme une corbeille. Remplissez la corbeille de nouvelles choses et de belles choses. Remplissez la corbeille de nouvelles choses et de belles choses. Alors, lorsqu'on va appuyer sur le bouton telle chose, il faut parler de telle chose, vous aurez toujours quelque chose par quoi commencer. On me dit, mais si je n'ai rien à dire, on ne m'a pas préparé, je ne suis pas préparé. N'improvisez pas, préparez quand vous pouvez, mais remplissez la corbeille de beaucoup de choses pour que lorsqu'on vous dira quelque chose, lorsqu'on vous posera une question, vous saurez quoi répondre. J'emprunte Rob Brown qui dit, si vous savez parler, vous saurez changer de vie. Si vous savez parler, vous saurez influencer. Si vous savez influencer, vous saurez changer de vie. Alors, à chaque fois que vous prenez la parole, est-ce que votre parole a changé de vie? C'est extrêmement important, extrêmement important. Ça, c'est le premier conseil, parce que j'essaie de résumer en 3. Donc, le premier, ayez de la culture générale, ouvrez votre esprit, connaissez beaucoup de choses pour pouvoir partager des choses. Donc, on prend, on donne, et puis on reçoit, et puis on partage. Ensuite, la deuxième chose, c'est n'oubliez jamais quelle est votre cible. Analysez votre cible. À qui est-ce que vous parlez? Ils ont quel âge? Quel est son intérêt? Quelles sont ses valeurs? Quelle est la situation auquel elle a fait face récemment? Toutes ces questions, on se les pose et on analyse notre cible. J'emprunte le slogan d'une organisation internationale qui dit « It's all about the people ». Well, en art oratoire, « It's all about the people ». Ce que tu penses, ce que tu es, comment tu vis, bon, les gens, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, le problème des gens, c'est est-ce que tu peux régler leurs problèmes? Donc, ce qu'il faut, c'est la cible. Mettez les projecteurs sur la cible, pas sur vous. Les gens à qui vous parlez, les projecteurs sur la cible. Et le troisième conseil, Tania, pour ne pas être très long, c'est soyez vous-même. L'authenticité, c'est la clé. Soyez authentique. Soyez ce que vous êtes. C'est pourquoi je ne fais pas d'art oratoire sans pour autant glisser un peu de développement personnel. Parce que celui qui parle s'expose. Quelqu'un dit, écoutez une personne parler, vous saurez qui elle est. Donc, il faut régler les choses à l'intérieur. C'est un problème de contenant et de contenu. La parole, c'est le contenu et nous-mêmes, nous sommes le contenant. Donc, on ne peut pas servir un repas dans un bol sale. Donc, réglons les choses au fond de nous-mêmes. Sinon, on va se mettre devant les personnes, on aura des problèmes de confiance en soi, on aura des problèmes d'expression, parce qu'il y a des choses au fond de nous qui n'ont pas été réglées. Donc, soyez authentiques. Soyez vous-même, soyez authentique. J'aime bien la phrase qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est vrai. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai l'impression que la chose la mieux partagée au niveau des humains, c'est le discernement. Tu vas voir quelqu'un parler et tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je ne sais pas quoi. Tu dis « Oui, ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé », mais même si tu ne trouves pas de mots, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Peut-être que la personne n'était pas elle-même. Et les hommes, c'est partagé. Tout le monde aime l'original. Personne n'aime les copies. Donc, ne soyons pas les copies de qui que ce soit. Soyons des originaux. Soyons des originaux et le monde nous acceptera tel quel. Une dernière question. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui nous écoutent? C'est d'être patient. Rien n'arrive sans sacrifice. Des choses les plus nobles, les plus valeureuses, les plus précieuses arrivent avec un peu de sacrifice.
Rien ne se fait du tic au tac. Les jeunes, on peut avoir tendance à vouloir tout rapidement, ouais, mais rien n'arrive aussi rapidement et étant aussi précieux. Donc, tout ce qui est noble, tout ce qui est valeureux, tout ce qui est bien arrive avec un peu de sacrifice. Donc, soyez patients, soyez disciplinés. Oui, c'est la discipline. C'est la discipline qui arrive. Les athlètes, ils n'arrivent pas avec la médaille d'or du jour au lendemain. On appelle ça d'ailleurs une discipline. Et ils se maîtrisent, ils essaient, ils forcent jusqu'à pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Il y a ce concept que les gens partagent souvent et qui est très connu maintenant. Et c'est lorsqu'on parle des différentes étapes de la compétence, au moment où on devient inconsciemment incompétent, parce qu'on n'a jamais été en face de la chose, on ne sait pas, je ne sais pas si je sais monter à cheval ou pas, parce qu'on ne me l'a jamais proposé, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis inconsciemment incompétent. Ensuite, je suis devant le cheval, il faut monter sur le cheval. Qu'est-ce qu'il faut? Je deviens consciemment incompétent, parce que je sais que je ne peux pas. Maintenant, j'en suis sûre, je n'arrive pas à le faire. Ensuite, on me propose de l'apprentissage, à apprendre. Alors, les jeunes, je leur dirais, l'apprentissage est la clé. Aiguisez vos connaissances, formez-vous, aiguisez vos connaissances. Ce n'est pas seulement une acquisition intellectuelle, mais aussi du savoir-faire avec les mains. Faites la différence. Et lorsqu'on a passé cette étape d'apprentissage, on devient consciemment compétent. Mais arrivera un jour où on deviendra inconsciemment compétent, les choses viennent, les choses arrivent, on sait les faire, on a même oublié le jour où on les a appris. Mais l'apprentissage est la clé. Soyez patient, disciplinez-vous, formez-vous et je le dirais, n'éteignez pas votre lumière. Laissez la chose passer, n'éteignez pas votre lumière, soyez vous-même. Let it sparkle, laissez l'étincelle sortir. C'est cette étincelle qui va faire la différence. Voilà, Tania. Ça, c'est beau, hein? Merci pour tous ces bons conseils et je suis sûre qu'on part avec beaucoup de pensées qu'on va pas oublier, on va pas deviner des copies, on va rester original, avoir confiance, s'écouter, se donner du temps. Voilà, donc chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez aussi aimé cet épisode et en attendant le prochain, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet startfinder.de/fr/CSAEM et sur notre page Facebook facebook.com/CSAEM. Je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.